Ok, bon avec un petit peu de retard, hein, comme d'habitude. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous proposer un petit stream sur le Kingpin Inferno. Alors on attaque direct, hein. Le Kingpin Inferno, qu'est-ce que c'est? C'est une petite backplate qu'on met donc derrière la carte mère et qui est surtout utile en overclocking extrême. Ça va permettre d'éviter de congeler votre carte mère et d'avoir de la condensation partout. Alors, tous ceux qui ont benché voient un petit peu le problème de la condensation, hein. Au début de session, tout se passe bien, la carte est sèche, et puis au fur et à mesure qu'on descend en température, il y a un petit peu de glace, un petit peu d'eau qui se forme, et c'est surtout problématique sur les nouvelles rames, les bidailles, parce qu'une fois qu'elles sont froides, elles perdent un petit peu en stabilité, et du coup, plus on bench longtemps, plus on a des problèmes pour booter la config, plus on a des problèmes de stabilité, et ça peut devenir assez pénible. Ce qu'on fait parfois, c'est qu'on met un godet sur la rame pour la réchauffer, contrairement à d'habitude où on la refroidit. Mais c'est pas forcément très pratique, c'est pas, il faut surveiller un petit peu, puis du coup quand on la chauffe, on fond la glace, on met de l'eau encore plus partout. Et c'est pour ça que Kingpin donc, a eu l'idée de faire ce petit dispositif qui doit normalement être autonome et puis nous permettre de plus avoir à se soucier de la condensation. Alors je vous avoue que j'étais pas ultra convaincu et puis je l'aurais même pas acheté si on m'avait demandé de le tester. Parce que voilà, j'avais des a priori, puis je me suis dit, on n'en a pas besoin, on finit toujours par trouver des solutions, on galère un petit peu, on met plus de sopalin, on ferme la fenêtre, etc. Et au final, j'ai eu l'occasion donc de le tester hier, et si je fais le stream aujourd'hui, c'est parce que ça marche ouais, c'est assez surprenant de la façon dont ça fonctionne, et c'est bluffant quoi. Donc hier j'étais chez Absolute PC, je vous montrerai un petit peu des photos en fin de stream, et j'ai fait donc une session le matin de 3 heures, on a coupé 1 heure pour manger, et puis on a refait une session l'après-midi. Et puis voilà, donc au moment où on a fait l'interruption, après 3 heures de bench, on a démonté, on a retiré le sopalin, on a retiré le godet, et il n'y avait pas une goutte d'eau ni sur le haut de la mobo, ni sur le bas. Donc vraiment bluffé. L'après-midi, on est reparti, et puis le soir, quand on a démonté, pareil. Donc vraiment, vraiment très agréablement surpris par ce petit dispositif. Donc là, je vais vous montrer comment on l'utilise, et après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser ça dans le chat, et puis j'essaierai d'y jeter un petit coup d'œil. Alors, donc, je vais pas vous montrer le montage en direct hein, parce que c'est un petit peu long, il y a des choses à découper, il y a des choses à perforer, etc. Vous verriez pas grand chose et puis ça sera assez pénible à vous montrer. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'on a fait des photos pendant la session hier et puis on va vous montrer comment on s'en est sorti. Alors, hop. Donc un petit peu sur Kingpin Cooling. Donc Kingpin Cooling, c'est on va dire la marque de Kingpin. Donc Kingpin, c'est l'overclocker américain qui est très très connu, hein. Il fait beaucoup surtout de scores en 3D. Par le passé, il a beaucoup benché du Legacy, du 0.1, etc. Et puis maintenant, c'est un petit peu le spécialiste du clocking sur les grosses cartes graphiques et puis avec beaucoup de cartes. Donc genre quand il y a du four-way sous froid, souvent il est dans le top. C'est aussi l'overclocker IVGA, donc si vous le voyez bencher sur du IVGA, c'est normal, il travaille pour eux. Et donc la marque Kingpin Cooling, c'est un petit peu en marge d'IVGA, c'est vraiment son truc à lui. Donc là, quand on va sur Internet, vous tapez Kingpin Cooling sur Google, Yahoo, etc. Vous tombez donc sur son site, et comme vous pouvez voir sur les photos, donc on a des produits tels que des godets, il fait des godets pour les processeurs, il fait des godets pour les cartes graphiques, donc ça c'est des produits, on va dire, qui sont sur le marché depuis assez longtemps, et qui sont souvent très appréciés des overclockers. Les prix sont corrects, la qualité est bonne, donc voilà, c'est un produit, si vous vous lancez, vous pouvez acheter sur Kingpin Cooling sans trop de soucis. Moi j'ai jamais eu de godet CPU à lui parce que j'ai toujours fait mes godets moi-même ou je travaille avec son concurrent, donc d'Airbauer. Mais voilà, j'ai pas de réticence à utiliser les siens, ils sont vraiment très bons, c'est juste que j'ai pas eu l'occasion de les avoir. Niveau GPU, il en fait aussi, j'ai utilisé par le passé, maintenant il y a un petit peu mieux, donc les Raptor 4 sont un petit peu mieux, mais ces godets, voilà, si on débute, ils sont vraiment très bien et puis à un prix très correct. Et puis on voit un petit peu donc en dessous de son site, il fait aussi de la pâte thermique, donc là vous l'avez en gros plan. La pâte thermique, je l'ai aussi, on reviendra peut-être un petit coup dessus. Donc c'est la pâte, elle est assez spéciale, sa pâte elle est bleue. Alors bon, au-delà de la couleur, elle est faite pour l'overclocking extrême parce qu'elle n'a pas de souci, elle craque pas. Pareil, ceux qui ont déjà benché un petit peu, je pense que le mot crack leur parlera et puis ils savent à quel point c'est pénible quand on a des soucis sous froid. Donc là, c'est la pâte de Kingpin Cooling qui est vraiment faite pour cet usage. Et donc voilà, là vous l'avez en gros écran, il y a aussi donc, le Kingpin Inferno. Alors on va cliquer sur le truc. Alors le prix il n'est pas donné, hein. Il apparaît ici, c'est 100 euros. Alors 100 euros vous allez me dire pour une backplate et puis un élément chauffant c'est très cher. Alors, je ne vais pas vous dire le contraire.
avec la backplate, donc qui fournit les pads thermiques qui sont vraiment gros. Et puis là où vous payez un petit peu aussi, bah, c'est que le système est autonome. Donc vous le branchez sur je vais essayer de vous remontrer ça. Hop. Vous le branchez sur une prise comme une carte graphique en fait. C'est un câble d'alimentation, un PCI 6 pins. Et donc vous branchez ça sur votre alim et après vous n'avez plus du tout à vous soucier de la température. Le système il va se mettre en route dès que la carte mère est froide et puis il va s'arrêter automatiquement dès qu'elle est chaude. Donc je vais vous dire, même si vous étiez en water cooling, vous pourriez utiliser son système. Il n'y aurait aucun intérêt, mais je veux dire ça n'endommagerait pas la carte mère. Donc vous pouvez l'utiliser. Et puis en fin de session ou en début de session, si vous avez besoin un petit peu de set le système et puis que vous n'êtes pas encore froid, il n'y a pas de problème, le truc il tourne pas et vous pouvez y aller tranquillement. Hop. Alors pour le montage, pareil sur le site, si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe et puis qu'il y a des détails que j'ai pas mis dans la vidéo, il y a le lien donc, dans le texte ici, et quand vous cliquez, vous allez directement sur le forum de Kingpin Cooling où il vous montre un petit peu ce que vous avez quand vous achetez le kit. Donc il y a les tiges filetées, les écrous. Alors moi j'ai pas eu la chance d'avoir les tiges filetées et les écrous, et le problème c'est que vu que Kingpin est américain, il utilise un standard américain, et donc c'est pas compatible avec les fixes que moi j'utilise, parce que moi j'utilise des tiges filetées M4. Et donc lui il n'y a pas les mêmes, donc mes tiges filetées se vissaient pas dans la plaque. Donc on va voir après, j'ai fait une petite modification, bon c'était pas bien compliqué pour moi. Vous, si vous avez des tiges filetées qui sont livrées avec, ou si vous utilisez déjà un Godet Kingpin, il n'y aura pas de problème, hein, c'est plug and play, vous avez juste à visser les trucs dedans et puis c'est parti. Avec les tiges filetées, donc vous avez la plaque principale, la backplate avec l'élément chauffant, vous avez les pads thermiques, donc il y en a un qui est déjà prédécoupé et perforé, et puis vous en avez un autre à couper vous-même. Si on descend, donc voilà, il y a le petit tutoriel comment est-ce qu'on fait. Et ensuite, il y a les avis des gens qui ont essayé, etc. Donc, avant d'acheter, si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez aller faire un petit tour dessus, vous trouverez 2-3 infos. Moi, je vais vous montrer donc, les petites modifications que j'ai eu à faire. Alors, je vais ajuster la taille de la fenêtre. Hop, hop, hop. Les redimensionnements automatiques vont me mener la vie dure. Ok. Donc dans le kit, voilà, donc moi j'avais la pâte thermique en plus Kingpin, mais elle n'est pas livrée avec, donc si vous achetez que l'Inferno, vous avez que l'Inferno. Donc là vous voyez normalement sur les plaques Kingpin, pour avoir la compatibilité multi-socket 775, 1151, 156, etc. et puis le X99, donc le 2011, il a une plaque un petit peu spéciale. Au lieu d'avoir une rainure large comme les autres qui permet de faire tous les godets, lui il a un système avec 3 trous. Et en mettant la plaque droite, on a une fixation, en mettant la plaque un petit peu en biais, on en a une autre, et en mettant encore plus en biais, on en a une autre. Alors souvent, les personnes se plaignent un petit peu parce qu'ils savent jamais dans quel trou il faut mettre, et j'avoue que pour avoir essayé moi-même, c'est parfois un petit peu compliqué à trouver dans lequel visser sa tige filetée. Donc souvent, on galère un petit peu la première fois, on met 10 minutes à trouver où la mettre, et puis après on fait des marques, et puis on la bouge plus jamais parce que c'est pénible de toujours avoir à chercher. Moi, vu que mes tiges filetées se montaient pas dedans, plutôt que de racheter des tiges filetées je ne sais où, j'ai juste percé la plaque un petit peu plus gros et puis retaraudé avec, parce que j'ai les machines pour, retaraudé la plaque pour pouvoir l'adapter à mes tiges filetées. Donc on voit qu'il y a 4 trous qui sont de couleur aluminium, parce que la plaque elle est en aluminium, et puis la nodisée en noir. Donc normalement elle est toute noire, et le fait d'avoir percé, j'ai enlevé la couche noire, et du coup on voit les trous que je dois utiliser. Donc si vous hésitez un petit peu, si vous utilisez du socket, du Kaby Lake, du Skylake, etc., c'est les mêmes trous que moi. Donc il y en a un sur l'extérieur de la backplate à l'intérieur, il y en a un sur l'extérieur aussi, enfin voilà. Je sais pas trop comment les désigner, mais il suffit de regarder dessus et puis voilà, vous prenez les mêmes. Alors le pad thermique, donc il y en a un qui est très épais, qui est pré-perforé, il y en a un qui n'est pas du tout pré-perforé et qu'il faut couper soi-même. Donc là on voit au moment où j'essayais de faire les petits trous, comme j'avais pas de perforatrice, lui il utilise une perforatrice, moi j'en avais pas, j'étais au magasin Absolute, et donc du coup j'ai juste pris un tournevis et puis en passant à travers le tournevis ça va bien quoi. Donc voilà, il faut le premier, il va aller autour et en fait il va permettre de combler l'épaisseur du socket, parce que derrière votre carte mère vous avez donc la partie métallique du bracket, du socket, qui a une certaine épaisseur, et donc si on ne met pas un pad tout autour, l'autre va avoir des problèmes à faire contact sur toute la surface de la backplate. Donc on en met déjà un, lui il conseille de couper 4 bandes, donc une en haut, une à gauche, une à droite, une en bas. Moi ce que j'ai fait, j'ai plutôt évidé la plaque pour avoir une seule pièce. Pour l'instant, elle ne s'est pas déchirée. Le problème, c'est qu'il est fin, donc peut-être que dans le temps, le fait de l'avoir découpé comme ça, il risque de se déchirer. Et puis, il faut en mettre un petit bout aussi, donc au centre du socket ici. Sur la photo, il n'y était pas encore. Il conseille de le mettre. Alors moi, sur les futures sessions, je vous expliquerai un petit peu après. Peut-être que j'essaierai sans,
pour voir si ça permet pas d'avoir le processeur plus frais quand on met pas ce petit morceau là. Bah voilà, là on voit un petit peu en plus gros plan le perçage que j'avais dû faire pour adapter. Alors le mien on voit bien qu'il est fileté, donc pour pouvoir mettre la tige filetée, les autres on ne le voit pas mais ils y sont aussi, hein. C'est juste que c'est tout noir et que la photo est sombre, donc on ne les voit pas mais ils sont filetés, donc c'est à dire que vous pouvez visser directement votre tige filetée dans la backplate. Ok. Donc voilà, une fois les tiges mises en place, donc il faut bien mettre les tiges en place avant de mettre le gros pad thermique, parce que vous allez voir, il est tout gluant, tout collant, et si vous n'avez pas les tiges filetées, vous allez le mettre un petit peu de travers et vous risquez de l'endommager. Donc on visse les tiges filetées dans les bons trous, et puis après on prend donc voilà, le pad thermique qui est dans ma main. On ne se rend pas compte comme ça, on a l'impression que c'est du caoutchouc, mais en fait non, c'est vraiment d'aspect très gluante, toute gélatineuse, et puis on a tendance un petit peu à en mettre partout. Donc faites pas comme moi, essayez pas d'ajuster le pad en le mettant sur la backplate avant d'avoir mis les tiges filetées, mettez bien les tiges en premier et ensuite vous faites coulisser donc le gros pad sur les tiges filetées jusqu'à arriver en contact avec la backplate. Ça va vous mettre un petit peu de dépôt noir sur vos tiges filetées, mais en frottant un tout petit peu avec un chiffon, ça part assez facilement. Voilà, donc la bonne méthode c'est celle-là. Et puis ben, une fois que c'est en place, donc vous avez mis le plus fin sur la carte mère, donc autour du socket et puis dans le socket, enfin dans le socket, dans le petit milieu du socket. Vous avez mis donc les tiges filetées sur la backplate, le gros gluant sur la backplate, vous enfilez tout ça à travers la carte mère et puis vous vous retrouvez avec un résultat comme ça. Alors Kingping demande de bien poser la carte mère à plat presque, donc sur l'autre face avec sa backplate donc contre la table et de bien s'assurer que la carte mère est plate. Parce que si vous ne mettez pas la carte plate, vu qu'il y a des pads thermiques qui sont assez épais, vous risquez d'avoir un endroit où ça se touche et un endroit où ça se touche pas. Et dans ce cas-là, la cellule va fonctionner, va mal fonctionner ou risque voilà, de mal lire la température, de chauffer de manière non homogène. Donc soyez sûr de bien mettre tout le système à plat au moment où vous allez serrer le godet. Bon, les photos sont un petit peu dans le mauvais sens, mais bon, vous avez compris le principe. Là, on voit sur la photo donc la petite partie que je vous disais que Kingping conseille de mettre. Moi, je ferai des essais sans doute sans pour voir un petit peu ce que ça donne plus tard. Et là, c'est à la fin de la session. Alors bon, les photos voilà, sont vraiment dans le désordre. Là, c'est à la fin de la session, donc je crois après 3 heures. Et vous voyez, la carte mère était même pas isolée, donc il n'y a pas de vaseline, il n'y avait pas d'essuie-tout, il n'y avait pas de plastidip, rien du tout. La carte était vraiment sortie de la boîte, clac, je colle le truc. Et puis bah, bluffant. En cherchant vraiment de très près, j'ai vu un tout petit peu d'humidité, mais c'était même pas des gouttes, hein, c'était ouais, un tout petit peu de condensation à cet endroit-là, mais c'était vraiment infime de chez infime, quoi. Normalement sur le forum, alors je vais vous montrer parce que moi je ne l'ai pas fait non plus, comme il m'avait pas donné le kit de fixation, j'ai pas pu le faire. Il conseille donc une fois qu'on a donc coupé les pads thermiques, qu'on a perforé ceux-ci, donc voilà, là c'est sa méthode à lui, il y a le gros gluant, on le passe à travers les tiges filetées, on met la plaque. Lui conseille de mettre des écrous pour fixer le système sur la carte mère. Pour être sûr voilà, qu'elle est bien à plat, et puis comme ça après il n'y a plus rien qui bouge. Moi comme je ne l'avais pas, je ne l'ai pas fait. Si vous le faites, je vous conseille, parce que j'ai déjà eu le problème en montant des water cooling, de bien mettre des rondelles caoutchouc ou plastique entre l'écrou donc jaune et la carte mère, parce que si vous vissez un truc métallique sur le PCB de la carte, vous risquez d'arracher le vernis de la carte et d'avoir des problèmes de court-circuit, etc. Donc faites attention, si vous faites sa méthode, mettez bien des rondelles en caoutchouc. Et donc voilà, la partie où il disait donc de bien être droit, là je pense que vous avez compris. Hop, voilà, donc là c'était toujours la photo après la session, donc on voit, je ne l'ai pas essuyé, rien du tout, hein, elle est vraiment ressortie comme ça après plus de 3 heures sous froid, quoi. Et puis après, donc on passe sur la pâte thermique. Alors là, je vous ai montré donc comment on le monte, où est-ce qu'on peut l'acheter. Le retour, je pense que vous avez compris dès le début, hein, je vous ai dit, j'ai pas fait de teasing, hein. Le système, j'ai vraiment été bluffé, il est vraiment très très bon pour ce qui est de la condensation. Après, il me fait un petit peu peur dans le sens où j'ai testé 2 processeurs, donc un le matin, un l'après-midi. C'est des processeurs que j'avais déjà testés chez moi. Et les 2 fois, en fait, j'ai eu 20 à 30 MHz de moins que ce que j'avais fait à la maison. Et à la maison, j'avais pas testé sa backplate. Alors, est-ce que les 20 MHz sont le fait de sa plaque qui chauffe dessous et qui, du coup, le processeur est moins froid et pénalise un petit peu en termes de fréquence? Ou alors est-ce que c'est juste pas la même Apex? Parce que chez moi j'ai utilisé mon Apex perso et puis là j'avais utilisé une Apex absolute, celle avec laquelle je teste les processeurs pour eux. Donc c'est possible qu'il y en ait une qui soit un petit peu moins bonne, même si ça serait surprenant.
Ou alors, autre phénomène aussi qui a pu se passer, dans un cas, j'ai fait une session ultra courte en stream justement, c'est celle que je vous avais montré, où je suis allé droit au but, j'ai pris le godet, je l'ai posé dessus, j'ai mis l'azote liquide et clac, j'ai envoyé directement de la fréquence, alors que là, chez Absolute PC, vu que c'était un petit peu une démonstration d'initiation à l'azote liquide, les gens ont participé, donc c'est eux qui ont versé l'azote, c'est eux qui ont réglé un peu le système. Alors non pas qu'ils soient moins bons que moi, hein, mais juste on a traîné un petit peu et puis on a essayé de max out le CPU après 2 ou 3 heures. Et donc peut-être qu'il y avait enfin, la pâte thermique commençait un petit peu à se dégrader et que c'était trop tard, on va dire, pour faire les fréquences max. Donc je sais pas. Soit c'est le truc de Kingpin qui chauffe un peu trop le processeur, soit c'est la Apex qui est un petit peu moins bonne, soit c'est le fait qu'on soit pas allé droit au but. Mais en tout cas, sur les deux processeurs, il m'a manqué 20 ou 30 MHz. Et c'est pour ça que je voudrais essayer sans mettre le pad thermique ici. Parce que je me dis, si on ne met pas le pad thermique ici, la plaque elle a tendance à chauffer. Donc si je n'ai pas de contact au centre du processeur, je vais chauffer toute la périphérie là où le pad vient s'appliquer. Et par contre, je ne chaufferai pas là où il y a le processeur. Donc la zone où il y a la RAM, la zone où il y a les VRM va rester sèche, va rester chaude. Et par contre, le centre de la config où j'ai besoin du froid pour avoir le processeur le plus frais possible, il sera peut-être moins réchauffé. Donc je suis pas sûr que ça change beaucoup, mais voilà, ça mérite d'être essayé. Et peut-être que la prochaine fois, je mettrai une sonde sous le processeur pour voir lorsque la plaque est activée et lorsqu'elle est désactivée, euh, s'il y a une différence en termes de température. L'idée, ça serait voilà, d'avoir une sonde sur le CPU, je branche la plaque, je regarde la température mini que j'ai, après je débranche la plaque, donc sans avoir à tout démonter la config, juste je débranche le PCI 6 pins, et puis je vois si la température baisse, ben, c'est que sa plaque chauffe trop pour mon processeur. Si la température baisse pas, qu'elle reste stable, c'est que les mégahertz qui me manquaient venaient pas de la plaque, mais venaient juste de mon Apex ou de la façon dont j'ai benché. Bah voilà, je regarde un petit coup dans le chat si vous aviez des questions. Est-ce que cela évite là? Alors attends, parce que je vois pas tout, mon écran est pas assez grand. Est-ce que ça évite la glace au niveau des slots RAM? Ouais, il n'y a pas du tout de glace, même pas d'humidité sur les slots. Donc là, ouais, sur la RAM, c'est juste génial. Ouais, c'est ça, 100 euros, c'est un petit peu, enfin c'est une somme, mais en même temps, quand tu benches vraiment régulièrement, quand tu vois le prix de l'azote, quand tu vois le prix des processeurs, des cartes mères, rien que si ça évite de tuer une carte mère, les 100 euros ils sont amortis quoi. Donc il faut vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de perte de mégahertz, parce que c'est pareil, si tu perds 30 MHz, mais que tu n'as plus de problème de condensation, bah t'évites un problème, mais t'en as un autre quoi. Donc s'il n'y a pas ce problème là, je conseillerais vraiment de l'acheter, même si c'est 100 euros, si vous avez les moyens, foncez quoi, parce que ça fait vraiment le taf. Euh, Alors je sais pas, la backplate, on l'a au final, c'est juste ouais, c'est juste un tech, donc si vous voulez le faire vous-même, je pense que vous pouvez. Là l'avantage, hein, c'est que si vous n'avez pas les outils pour faire une backplate, si vous n'avez pas les outils ou la connaissance électronique pour brancher un tech, ben, vous achetez le truc tout fait, et puis vous avez juste à vous soucier de plugger le système, quoi. Ouais, je dis un tech, mais c'est pas un tech, c'est une résistance chauffante. Ouais, voilà, pas trop de questions sur le système. Je crois que sur le forum de Kingping, alors je pourrais essayer de retrouver l'information, il me semble qu'à pleine puissance, il a indiqué que c'était 200 watts. Donc ça veut pas dire que ça tire 200 watts tout le temps, mais je pense qu'en charge, donc quand elle se met en route, ça serait 200 watts. Ce qui veut dire que si vous avez une grosse alim, genre 1200 watts, et que vous cloquez que le CPU, donc que vous n'avez pas des cartes graphiques overclockées à mort derrière, hein, vous pouvez utiliser la même alimentation. Il y a Dan Cobb, donc il utilisait ce système, le Kingping Inferno, pendant la finale de la GA. Et lui utilisait une alimentation externe. Alors je sais pas si c'est parce que les alimentations qu'on avait n'étaient pas ultra puissantes et qu'il voulait pas avoir de problème, ou s'il sait que c'est plus stable quand on tape dans une autre alim. C'est pareil, ça mérite d'être essayé. En tout cas, hier j'avais 1200 watts pour le CPU et puis la plaque chauffante, et à aucun moment j'ai eu des problèmes, quoi. C'est bête aussi pour que le truc il tourne tout le temps et si tu rebootes. Ouais, voilà, exact. Donc, je sais pas si vous avez une Yule en sonore. Donc, ce qu'il disait, c'est que l'avantage quand on a une alim externe, si on l'utilise sur la ligne principale, en fait, quand la configuration est arrêtée, donc quand on la reboot ou qu'on l'éteint, le système est éteint. Et donc, la plaque chauffe pas et on peut avoir de la condensation qui se forme. Alors, en général, pendant une session d'overclocking extrême, on évite d'avoir la carte mère éteinte pendant une demi-heure parce que de toute façon, c'est un carnage. Mais si vous utilisez une alimentation externe et que vous devez éteindre la config pendant 5 minutes, bah, l'avantage c'est que l'autre alim peut tourner en permanence et donc la plaque continue à faire son taf même si la config principale ne tourne pas. Eh ben on entend Nul, donc c'est parfait Nul, si tu veux intervenir directement, t'es le bienvenu. Euh,
Voilà un petit peu. Niveau pâte thermique, donc généralement, moi j'utilise tout le temps la pâte thermique donc concurrente de Derbauer parce qu'elle va bien et puis que la pâte Kingping elle est pas vieille donc j'ai pas encore trop essayé. Je l'ai juste essayé une fois et il paraîtrait que contrairement à la Cryonaut, donc si on met un tout petit peu de pâte bleue, là la pâte de Kingping, ça craque pas. Donc la Cryonaut elle craque pas ou pas tout le temps, mais il en faut une grosse dose. La Kingping apparemment avec une toute petite couche ça suffirait pour éviter que ça craque. Donc niveau consommation, si le prix est pas plus élevé, je connais pas le prix de celle-ci. Mais si le prix est pas plus élevé et qu'elle est aussi performante, ben, je dirais allez sur la pâte bleue et puis ça vous coûtera moins cher. Est-ce que tu sais Nul si elle est déjà en vente? Ouais, il est pas en vente encore. Bon bah elle est pas encore en vente. Donc là c'est du sample, du sample d'essai donc qu'il a envoyé à quelques cloqueurs. Euh, Normalement elle devrait y être dans pas longtemps parce que j'ai vu sur son forum qu'il disait elle va arriver dans 2 3 jours et c'était déjà il y a plus d'une semaine. Donc ça devrait pas tarder. Bah voilà un petit peu pour la plaque, hein. Je pense que j'ai dit l'essentiel, donc ça marche très bien pour la condensation. Le prix c'est à peu près 100 euros, ça consomme à peu près 200 watts. Petit souci pour moi sur les processeurs, mais je suis pas sûr que ça vienne de ça. Et puis niveau montage, voilà, le premier coup c'est un petit peu, je vais pas dire que c'est pénible, mais ça va vous prendre, je sais pas, ça va vous prendre 10 minutes ou 20 minutes à installer, à couper les pâtes thermiques, c'est pas non plus bien compliqué, mais voilà. Et puis ouais, je vais faire un petit mot là, on va partir sur autre chose, un petit mot donc en fin de live sur, ça vous laisse le temps de poser des questions si vous en avez, sur la session Absolute PC. Donc Absolute c'est une boutique qui est à Paris et avec qui je travaille, donc je fabrique non, je teste des processeurs pour eux, ils m'envoient des processeurs, moi je les trie, je prends les meilleurs et puis je leur envoie les meilleurs préparés, donc dès l'idée et puis avec une petite fiche de contrôle. Donc actuellement les processeurs qu'on a montés ils sont certifiés 5,1 GHz. Pour le plus mauvais, je crois que c'est un 35 volts. Donc il tient 5.1 sans AVX à un 35 volts. Et puis les meilleurs, ils sont à un 27, quelque chose comme ça. Donc celui qui n'a pas envie de se prendre un petit peu la tête, il prend une config comme ça et ça arrive tout près. Donc là, je défile un petit peu les images en même temps qu'on en discute. Euh, donc il y avait, je crois que en tout, il y a une quinzaine de personnes qui sont passées. Et l'avantage de cette démo, c'était pour montrer l'overclocking extrême aux gens, et puis c'était surtout pour leur permettre euh, de mettre les mains dans le système. Parce qu'en général, quand on voit une démo, c'est sur un stand ou c'est sur une LAN ou un truc comme ça, et puis on le voit un petit peu de loin, mais on n'a pas le droit de jouer avec. Et là, c'était vraiment tout le monde a eu le droit de prendre le contrôle du PC, et tout le monde a eu le droit de jouer un petit peu avec l'azote, avec la torche, etc. Donc j'étais bien sûr juste à côté pour les conseiller, et puis pour leur expliquer ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait pas faire, hein, parce que le gars qui commence à torcher ma carte mère ou qui me fout de l'azote n'importe où, euh, je leur ai vite calmé, mais les gens étaient très sympas et puis ont bien écouté les conseils, je pense que ça leur a bien plu. Euh, la config, donc c'était la Maximus 9 Apex, toujours la même, le 7700K. Le 7700K justement, un que j'avais préparé pour Absolute. En carte graphique, il y avait la 1080 Ti Strix. Alors je voulais faire un petit peu de legacy parce que comme on avait le processeur pour faire du legacy et puis la carte pour, malheureusement ou pas, parce que comme les gens étaient vraiment très intéressés et qu'ils voulaient vraiment participer, on est resté sur du Cinebench, comme ça leur permettait un petit peu de mettre les mains. Et puis si on était parti sur du legacy, il aurait fallu tweaker le système, etc. Et on n'aurait pas eu le temps de vraiment avoir un moment, on va dire, convivial. Ça aurait été plus objectif score, et là c'était pas trop le but. On a, je sais pas si vous le connaissez, on a Warel aussi qui est passé un petit coup, qui nous a fait des photos, qui a récupéré son t-shirt FFOC, et voilà. Et donc l'overclocking extrême, c'est vraiment fait pour tout le monde. Il y a une petite donc, qui est passée avec ses parents donc, pour acheter un PC, ils n'étaient pas du tout là pour ils étaient pas du tout là pour la démo, et du coup je la voyais qui regardait un petit peu avec envie, qui se demandait un peu ce qu'on faisait, donc je lui ai demandé si elle voulait essayer, et donc elle s'est essayée, donc une overclockeuse extrême du plus jeune âge, euh, qui a bien aimé son moment. Il y a plusieurs photos avec elle. Elle était vraiment attaquée, quoi. Ça faisait plaisir à voir. Euh, voilà. Donc le système, on a fait une petite introduction. Donc en début de session, on a fait une petite introduction sur le BIOS où j'ai expliqué un peu tous les paramètres. Mais ceux qui suivent un petit peu ma chaîne sur Twitch, l'autre fois, voilà, je vous ai fait un petit peu la même sur vous. Donc si vous voulez revoir, apprendre comment on cloque sur une Maximus Apex, il y a une vidéo donc, qui doit être disponible sur mon Twitch avec les highlights. Donc regardez, j'explique tout, le BCLK, les ratios, les voltages, ce qu'il faut mettre pour l'extrême, ce qu'il ne faut pas mettre. Donc il y a vraiment tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer, quoi.
Pour ceux qui connaissent pas trop, la torche, donc on la voit, hein, c'est le système jaune que les gens touchent, enfin manipulent de temps en temps, et puis là on le voit avec la flamme. C'est quand la configuration est trop froide et elle doit redémarrer, des fois à moins 196 elle repart pas, il faut réchauffer un petit peu le système pour la redémarrer. Et donc on n'a rien trouvé de mieux que de prendre un chalumeau pour réchauffer le godet et puis pour relancer le système, quoi. Alors là, il y a beaucoup de photos où on voit la torche. En vrai, on l'a quasiment pas utilisée parce que la carte mère se comportait vraiment très bien. Donc on l'a peut-être sorti 2 ou 3 fois à 1 minute. Et au final, il y a quasiment que des photos où on a la torche, quoi. C'est parce que c'est plus impressionnant peut-être. Là, on voit, c'est la canne de soutirage du Doer. Parce qu'en général, on a des gros bidons. L'autre fois, je vous ai montré, c'est des gros bidons de 25 litres ou plus. Et puis on prend le bidon et on doit le retourner pour remplir les thermos. Alors l'inconvénient, c'est que c'est pas mal large. Et c'est un petit peu compliqué quand on n'a pas une carrure à la high pack. Les bidons sont lourds et des fois on perd un peu de temps à remplir les thermos. Et donc là, c'est un Doer, je crois qu'on le revoit après, qui était pressurisé. Donc on a une canne, on ouvre la vanne. Et puis en fait, l'azote, elle sort par un petit robinet. Et donc on remplit les thermos sans se fatiguer. Alors l'avantage c'est qu'on ne se fatigue pas, l'inconvénient c'est que dès qu'il n'y a plus de pression, donc même s'il est plein, si on en retire, si on soutire beaucoup d'azote, la pression chute vite et en fait le bidon est plein et puis on ne peut plus récupérer notre azote. Hier on a eu le souci où on n'arrivait plus à ressortir, on a été obligé de se mettre au milieu de la rue, de coucher le bidon pour essayer de réchauffer un peu l'azote qui était dedans pour que la pression remonte et que ça aille bien sortir. Donc ouais, c'était un petit peu la crise. On imagine si c'était une session pour taper du gros score et qu'on soit obligé de passer une demi-heure pour retirer 1 litre d'azote, ça m'aurait pas trop fait rire, quoi. Là il y avait plein de monde donc les gens s'en occupaient, c'était facile. Bah là on le voit, ouais, il est en train de remplir, donc vous voyez la vanne noire et puis l'azote qui sortait. La fumée quand on floude un petit peu. Alors la pâte thermique, parce que du coup j'ai présenté un peu les pâtes que j'utilise pour les PC Absolute, quand je les décapse, on met de la conductonaute dessous, parce que c'est vraiment en termes de température, c'est vraiment ce qui est le plus monstrueux. Autant la cryonaute et la pâte bleue donc de Kingping c'est très bien pour l'extrême, alors que la conductonaute, si vous êtes en air ou en water cooling, c'est vraiment le top. On ne peut pas l'utiliser pour l'extrême, parce qu'une fois qu'on est froid, elle craque et du coup on perd complètement les performances. La fameuse pâte bleue. Hop, 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 on défile. Donc là, vous voyez donc les gens qui prenaient la config. Je crois qu'on a commencé la session à 6 Go, puis on a monté 6.1, 6.2, 6.3. Et puis je leur donnais des petits défis. Donc quand ils floudaient, plutôt que de partir full pot et puis qu'on remplit le godet et il n'y a plus rien à faire, ce qu'on faisait, c'est que je leur donnais une fenêtre. Donc en gros, je leur disais, vous devez flouder, vous devez rester entre moins 150 et moins 155, ou moins 160 et moins 165. Et puis le gars, à chaque fois qu'il débordait dans un sens ou dans l'autre, je lui disais, tu vois, là t'as mal géré, si le processeur avait eu un call bug, il serait arrêté, si le processeur était à pleine puissance, il aurait planté. Et puis ça leur permettait de voir un petit peu que l'azote, c'est pas juste je remplis le godet et puis ça se passe bien, qu'il y a aussi un petit peu de travail derrière, quoi. Sur les Maximus ROG et puis aussi sur les cartes concurrentes, hein, MSI fait pareil et puis je pense qu'ASRock et autres font aussi. Il y a des points de mesure et donc là on voit j'ai sorti le voltmètre, c'est pour vérifier la tension d'alimentation que j'envoie au processeur, à la RAM, etc. Et c'était pour leur montrer que quand on vous dit dans CPUZ il y a 1,2 volts, mon processeur c'est un Golden Roxor, c'est pas forcément vrai. Parce que là, pendant toute la démo, CPUZ reportait donc 1,17 volts ou 1,2 volts, et pourtant on était à 6 Go 5, 6 Go 6, on a même fait du 6.7. Donc forcément en 6.7 le processeur il n'avait pas 1,2 volts. Donc ce qui est reporté par le logiciel, ça aide souvent à voir un petit peu où on en est, mais ça ne veut pas forcément dire que c'était juste, quoi. Là il nous indiquait 1,2, en vrai on était à 1,7. Donc là c'est le matin quand on a commencé, donc la boutique Absolute PC. En godet, donc j'utilisais le Beast d'Herbauer, c'est un godet qui est vraiment génial, je vous avais présenté un petit peu sur la première vidéo de stream que j'ai faite. On avait des ventilateurs Corsair, là c'est à cause de Newell on va dire, parce qu'il a testé les ML et puis il fait que de dire que c'est génial, qu'on peut passer la torche à travers, qu'ils brûlent pas, qu'ils sont trop bien. Donc du coup je crois que tout le monde est en train d'acheter des ML, même si ça sert juste à pousser l'azote liquide. Pour nous on n'a pas besoin d'un ventilateur qui est silencieux, on s'en fiche, on n'a pas besoin d'un ventilateur qui est ultra performant. Mais du coup voilà, quand il faut en acheter un, si celui-là va bien, on prend ça, quoi. Euh, Au niveau de la RAM, on avait les kits Corsair, les Vengeance LPX, c'était du gros kit, du 4266 en C19. Et hier, on a utilisé, alors on n'a pas accroché le CAS 12 parce que quand on met le CAS 12, la carte met longtemps à boot. Et puis on n'avait pas trop envie de perdre du temps à booter la carte mère. Donc on était à 4000 en CAS 13, ce qui est déjà très correct, hein, et on n'a pas eu de soucis, quoi. Vous voyez un petit peu l'install.
avec le disque dur Corsair aussi. Donc en partenaire, on avait donc Absolute PC et puis Corsair. Les kits RAM, le montage du matin. Et puis là, bah, c'est un petit peu les machines qui sont en démonstration. Donc si vous passez un jour dans la boutique, il y a pas mal de machines et franchement, elles sont très jolies. Moi, je suis pas fan des boîtiers, hein, ça je cesse de le répéter. Les boîtiers, pour moi, ça sert pas à grand chose. Mais quand on voit les machines qu'ils ont, ils sont vraiment magnifiques, quoi. Bon, là, on va passer sur les séries de photos que je vous ai déjà présentées. Donc, je passe un petit peu plus vite, hein. L'alimentation, donc pareil, la HX 1200i, comme je vous disais, pour le processeur sous azote, et puis même pour donc la 1080 Ti et la plaque chauffante, on n'a pas eu de souci de puissance, donc on n'a pas eu besoin de sortir une autre alim. Si on avait eu le souci, on en prenait une deuxième, et puis on n'en parlait plus, hein. En clocking extrême, on s'embête pas trop. Dès qu'on voit qu'il y a un doute, plutôt que de risquer de planter ou de pas être stable, bah, on prend une deuxième alim, on en a plein, et puis ça marche bien, quoi. Et ouais, on avait une grosse télé, donc une grosse télé sur le mur, et puis comme ça, quand j'expliquais un petit peu les paramètres BIOS, les gens pouvaient suivre. C'était plutôt sympa. Donc le Beast, un petit peu gelé, donc en début de session. Les gens qui floudent. Donc on voit un petit peu, alors je sais plus qui était à la souris là. Pareil le petit défi, donc les gens commençaient à cloquer, et puis c'était 6-1, 6-2, 6-3, et puis chacun passait un petit coup dessus. Et le but c'était de pas être celui qui fasse planter la config. Donc quand tu commençais à 6-1, tu avais de la chance, quand tu arrivais sur la config à 6-6, c'était un petit peu plus compliqué de bencher sans la faire planter, quoi. Distribution, ouais, un petit mot sur la FFOC, la Fédération Française d'Overclocking. Si jamais vous voulez vous mettre à cloquer, que ce soit en extrême ou que ce soit en ambiant, en water cooling, etc., on a une page Facebook, on a un site, donc la Fédération Française d'Overclocking. Passez dessus, mettez-nous un petit coucou, etc. On n'est pas méchant, hein, le but c'est de vous initier à l'overclocking. Donc même si vous n'avez aucune base, vous passez, vous nous dites je voudrais faire ça, j'ai un petit peu de mal. Donnez quand même des détails, essayez un petit peu par vous-même, et puis on essaiera de vous guider et puis de vous expliquer quoi faire. On fait aussi des ateliers sur des LAN comme la GA, comme l'OGS, etc. Donc quand on fait des événements, vous passez sur le stand, vous dites que vous voulez essayer, on vous explique ce que c'est que l'overclocking, comment ça marche. Ça prend 10 minutes, un quart d'heure, et après on vous met sur le PC et puis vous essayez de jouer tout seul. Alors là, je saurais plus vous dire, je vois des petites résidus noirs, donc je pense que ça c'était à la fin de la session. Donc là, il y avait 3 heures de session avec le Kingpin Inferno. Et donc on voit, hein, la RAM elle est pas gelée, elle est pas humide, rien du tout, hein. La carte mère on voit pas trop à cause du papier. Donc voilà. Là c'était le sopalin qu'il y avait, je pense, après l'avoir torché. Pourtant, si vous regardez le haut du godet, lui, il a bien gelé, donc c'était pas ultra humide, mais c'était un tout petit peu humide quand même. Pareil, les thermos sont un petit peu gelés, mais la carte était nickel, quoi. Bon, je pense qu'on arrive au bout des photos. Je vais refaire un petit tour sur le chat, voir si vous avez. Le top, on m'a demandé, alors je fais une petite parenthèse aussi, hein, j'aime bien faire des parenthèses de toute façon. Le top du Beast, on a vu toutes les photos quasiment où le godet d'azote, il était sans le haut. Le haut, c'est la partie noire là où il y a écrit Beast. Euh, la seule raison, c'est que le haut, en fait, il est juste utile quand on veut vraiment mettre beaucoup d'azote. Et puis moi, j'aime pas trop en mettre parce que quand la config plante et qu'il faut enlever tout l'azote qui est dedans, ça prend du temps. Donc généralement, le top, je le mets pas. Et puis je le mets pas non plus parce que quand on veut torcher, donc pour que la torche fonctionne, il faut du gaz. Donc là, le gaz, la torche, elle en a, qui est sous pression dans la bouteille. Et il faut aussi de l'oxygène. Et le problème, c'est que quand on met le top, le godet est beaucoup plus haut, donc il faut mettre la torche au fond du godet. Et puis l'oxygène arrive difficilement à venir, et souvent la torche, elle s'éteint. Et quand on a besoin de torcher, on veut que ça torche vite. Donc on n'a pas envie de devoir souffler dans le godet pour apporter de l'oxygène ou de mettre un sèche-cheveux, etc. Donc sans le top, c'est un petit peu plus simple. Donc vous pouvez le mettre, ça ne mange pas de pain, vous pouvez l'enlever, ça ne sera pas moins performant. On voit un petit peu donc, le bidon dont je vous parlais avec le système d'extraction de l'azote qui m'a pas vraiment convaincu, quoi. Sur les gros tankers de 100 litres, je sais pas si vous avez déjà vu, il y a des tankers de 100 litres, ils font, je sais pas, 1,50 m, 2 mètres de haut, ouais, 1,50 m on va dire. Et là, ils sont en haute pression, donc ils sont à 30 bars. Donc là, quand on ouvre la vanne, l'azote il sort, il n'y a pas de souci. Faut bien tenir la canne parce que ça part vraiment fort et la canne, des fois, elle a tendance à, si vous ne le tenez pas bien, ça peut même être dangereux. Donc tant que vous la tenez bien, il n'y a pas de risque. Là, c'est des tankers, des dowers qui sont pas haute pression, donc ils sont très basse pression. Et le problème, c'est que dès qu'on soutire de l'azote, il n'y a plus du tout de pression et donc l'azote sort plus, quoi.
Donc c'est bien quand on veut soutirer 1 litre par jour. Quand on veut taper 50 litres en 2 heures, ça peine un petit peu, quoi. Bon, je pense que les photos, ouais, on devrait avoir fait le tour. Je me rappelle plus où j'ai commencé, hein, je vous avoue. Donc on va dire qu'on a fait le tour. Hop, je relance un petit peu sur les questions, voir s'il y en a eu entre temps. J'ai pas entendu nul, donc je ne pense pas. Orion qui nous a rejoint, un petit peu en retard, je sais pas s'il a pu suivre. Dark Gregos, c'est toi qui demandais un petit peu le tuto. Donc est-ce que tu as encore des questions? Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu penses en acheter un? Il est peut-être parti, il est plus là. Il nous a quittés quand on a eu fini de. Ou alors c'est avec la latence du chat, je suis pas trop habitué. Oui, toujours là, toujours. Pas de questions? Bah c'est nickel. Donc si plus personne n'a des questions, que vous avez bien compris comment fonctionnait le système, je vais vous dire à très bientôt. Puis si vous avez des idées de stream, hein, des choses que vous voulez que j'approfondisse, des termes techniques que j'utilise que vous ne compreniez pas, des produits que j'ai et que vous n'avez pas encore ou que vous voudriez que je teste, n'hésitez pas à me balancer ça sur Facebook. Vous me dites, eh oui, si tu pourrais pas faire un petit stream sur ça. Je vous garantis pas que je pourrais tout faire parce que en ce moment j'ai vraiment pas beaucoup de temps, je cours un petit peu partout. Mais si jamais j'ai le truc et que j'ai un petit peu de temps, je le ferai avec plaisir parce que j'aime bien expliquer un petit peu comment fonctionnent les choses. Enfin, je pense que vous avez compris, hein. Et donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas, balancez-moi ça sur Facebook et puis j'essaierai de traiter ça. Allez, je vous dis à bientôt. Allez, tchou les gars!